Le 14 septembre 2015, 2 gendarmes expérimentés de la brigade de Millau disparaissent sans laisser de traces lors d'une patrouille de routine sur les côtes du Larzac. 8 ans plus tard, en juillet 2023, 4 adolescents explorant illégalement les grottes de la région font une découverte qui bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire. Ce qu'ils trouvent au fond d'une caverne isolée révèle une vérité si troublante qu'elle ébranle la confiance en ceux qui sont censés protéger et servir. Une vérité que certains étaient prêts à tout pour garder enfouie à jamais. Avant de poursuivre cette enquête troublante, si vous appréciez les mystères criminels réels comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays et quelle ville nous regardez-vous. Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie dans le monde. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. En septembre 2015, la sous-préfecture de Millau, nichée dans les gorges du Tarn en Aveyron, comptait environ 22 000 habitants. Cette ville pittoresque, dominée par son célèbre viaduc inauguré en 2004, servait de centre administratif et touristique pour une vaste zone rurale comprenant les côtes du Larzac, plateau calcaire s'étendant sur près de 1000 km². La gendarmerie de Millau couvrait un territoire immense et peu peuplé, comprenant de nombreux hameaux isolés, des fermes dispersées et des zones naturelles difficiles d'accès. Les gendarmes y effectuaient des patrouilles régulières, contrôlant les axes routiers, visitant les exploitations agricoles et maintenant le contact avec une population rurale parfois méfiante envers les forces de l'ordre. Le brigadier-chef Sylvie Chevalier, 32 ans, était affecté à la brigade de Millau depuis 2009. Originaire de Rodez, elle avait rejoint la gendarmerie après un BTS en comptabilité et une reconversion professionnelle motivée par sa volonté de servir l'intérêt général. Mère célibataire d'un garçon de 8 ans, Emma, elle était reconnue par ses collègues pour sa rigueur, son professionnalisme et sa connaissance approfondie du territoire aveyronnais. Son partenaire habituel, le brigadier Thomas Girard, 38 ans, était un gendarme expérimenté avec 15 années de service derrière lui. Marié à Céline, institutrice à Millau, et père de 2 fillettes de 6 et 10 ans, il incarnait la figure du gendarme de proximité, apprécié des habitants pour sa patience et son sens du dialogue. Originaire de la Corrèze, il s'était installé en Aveyron en 2010 et connaissait parfaitement les routes sinueuses et les particularités géographiques du Larzac. Sylvie et Thomas formaient une équipe complémentaire depuis 2012. Leurs collègues les décrivaient comme méticuleux, intègres et totalement dévoués à leur mission. Jamais ils n'avaient été impliqués dans la moindre controverse disciplinaire, et leur hiérarchie leur faisait entièrement confiance pour les missions les plus délicates. La brigade de Millau était dirigée par le capitaine Marc Delacroix, 45 ans, un officier respecté avec 22 années d'expérience dans la gendarmerie. Diplômé de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun, il dirigeait une équipe de 18 gendarmes couvrant un secteur particulièrement vaste et diversifié. En cette fin d'été 2015, la région connaissait une période relativement calme. Les derniers touristes quittaient les gîtes ruraux, les troupeaux redescendaient des estives et les agriculteurs préparaient les récoltes tardives. Cependant, comme dans toutes les zones rurales françaises, la gendarmerie devait faire face à des problématiques persistantes, cambriolage de résidences secondaires, vol de matériel agricole, dégradations diverses et de plus en plus fréquemment, trafic de stupéfiants. Le plateau du Larzac, avec ses nombreuses grottes naturelles, ses bergeries abandonnées et ses zones peu fréquentées, offrait des cachettes idéales pour diverses activités illégales. Les gendarmes y effectuaient régulièrement des patrouilles préventives, particulièrement pendant les périodes de transhumance ou lors des week-ends d'affluence touristique. Ce lundi matin-là, Sylvie Chevalier et Thomas Girard prirent leur service à 8 heures précises à la gendarmerie de Millau, située avenue Jean Jaurès, dans un bâtiment moderne construit dans les années 1990. La météo,
annonçait une journée ensoleillée avec des températures douces, typiques de l'arrière-saison en Aveyron. Lors du briefing matinal dirigé par l'adjudant-chef Patrick Laval, les consignes étaient routinières. Patrouille de surveillance générale sur le secteur du Larzac occidental, avec attention particulière aux abords de la route départementale 999 reliant Milo à Lodève. Plusieurs signalements récents faisaient état de véhicules suspects circulant la nuit dans cette zone peu habitée. À 9h15, Sylvie et Thomas quittèrent la gendarmerie à bord de leur Peugeot Partner aux couleurs de la gendarmerie, immatriculé 2847 YL12. Le véhicule était équipé du matériel standard, radio VHF, matériel de premier secours, éthylotest et l'armement réglementaire des 2 gendarmes. Sylvie conduisait, comme à son habitude lors des patrouilles sur le Larzac qu'elle connaissait particulièrement bien. Leur première destination était le hameau de La Pézade, où ils devaient vérifier l'installation d'un nouveau résident permanent, un retraité parisien ayant acheté une ancienne bergerie pour la rénover. Cette visite de courtoisie, typique du travail de proximité de la gendarmerie rurale, se déroula sans incident. Monsieur Henri Bataille, 67 ans, les reçut cordialement et leur fit visiter sa propriété en cours de rénovation. À 10h45, ils se rendirent au GAEC de Puech-Haut, une exploitation ovine tenue par la famille Causse depuis 3 générations. Jean-Pierre Causse, 54 ans, avait signalé des actes de vandalisme sur ses installations, des clôtures coupées et du matériel déplacé. L'examen des lieux confirma ces déclarations et un procès-verbal fut établi pour dégradation de biens agricoles. Vers 12h30, après avoir pris leur repas dans leur véhicule selon leur habitude lors des patrouilles prolongées, Sylvie et Thomas contactèrent leur centrale par radio pour signaler leur position et demander s'il y avait des missions particulières à effectuer dans l'après-midi. L'adjudant-chef Laval leur transmit alors une information reçue dans la matinée. Un agriculteur du secteur de Sainte-Eulalie de Cernon avait signalé des allers-retours inhabituels de véhicules sur un chemin rural menant à d'anciennes bergeries abandonnées. Bien que ce type de signalement soit fréquent et généralement sans gravité, il convenait de vérifier par acquis de conscience. Rien d'urgent, précisa Laval par radio, mais si vous passez dans le coin, jetez un œil. Le signalement concerne le chemin du Puech Blanc, vous connaissez? Affirmatif, répondit Thomas. On y sera dans une demi-heure. Ce fut leur dernier contact radio officiel. Le chemin du Puech Blanc était un ancien chemin de transhumance, partiellement goudronné sur ses premiers kilomètres, puis devenant une piste caillouteuse serpentant entre les pelouses calcaires et les dolines caractéristiques du Larzac. Il menait à un ensemble de bâtiments agricoles abandonnés depuis les années 1980, quand l'exode rural avait poussé les derniers bergers à vendre leurs terres aux propriétés voisines. Selon les reconstitutions ultérieures, Sylvie et Thomas atteignirent l'entrée du chemin vers 13h15. Ils y croisèrent Marcel Fabre, un agriculteur de 61 ans qui connaissait bien Thomas pour l'avoir aidé lors d'un accident de tracteur l'année précédente. Fabre conduisait son tracteur vers ses parcelles et s'arrêta pour échanger quelques mots avec les gendarmes. « Vous allez voir les bâtiments du vieux Pradel ?» demanda Fabre par la fenêtre ouverte du véhicule de patrouille. « On va jeter un coup d'œil », confirma Thomas. « Vous avez vu quelque chose de particulier ces derniers temps ?» Fabre réfléchit quelques instants. « Maintenant que vous le dites, j'ai effectivement remarqué des traces de pneus neuves sur le chemin la semaine dernière. Des pneus de 4x4, pas de tracteur. Et c'est bizarre parce que ces bergeries, il n'y a plus rien là-haut depuis des années. » Après avoir pris congé de l'agriculteur, les 2 gendarmes s'engagèrent sur le chemin du Puech Blanc. La piste montait progressivement à travers un paysage typique des Causses, pelouse rase parsemée de genévriers, murets de pierres sèches et vues dégagées sur les horizons ondulés du plateau calcaire. Les bâtiments abandonnés se trouvaient à environ 3 kilomètres de la route départementale, dans un cirque naturel entouré de collines boisées qui les dissimulaient totalement depuis les axes de circulation. L'ensemble comprenait une bergerie principale, 2 hangars effondrés et une ancienne maison d'habitation dont le toit s'était partiellement écroulé. C'est là que leur véhicule de patrouille fut retrouvé le lendemain matin.
Le mardi 15 septembre 2015, à 6h45, l'adjudant-chef Laval constata que Sylvie Chevalier et Thomas Girard n'avaient pas repris leur service matinal. Leur téléphone portable ne répondait pas et leurs familles respectives confirmaient qu'ils n'étaient pas rentrés chez eux la veille au soir. Cette situation était totalement inhabituelle. En 15 années de carrière, Thomas n'avait jamais manqué une prise de service sans prévenir, et Sylvie était réputée pour sa ponctualité exemplaire. Le capitaine Delacroix fut immédiatement alerté et déclencha le protocole de recherche de personnel en mission. À 7h30, 2 équipes de gendarmes furent envoyées sur les derniers secteurs connus de la patrouille de Sylvie et Thomas. L'une se dirigea vers le GAEC de Puch-Haut, l'autre vers le chemin du Puch-Blanc, indiqué lors du dernier contact radio. Ce fut l'équipe du maréchal des logis Vincent Ray qui découvrit le véhicule de patrouille vers 8h45. La Peugeot Partner était stationnée près de la bergerie principale, moteur arrêté, porte déverrouillée. Les clés se trouvaient encore sur le contact, et l'équipement des gendarmes était éparpillé à l'intérieur du véhicule. Carnet de verbalisation, matériel radio, veste pare-balles. Aucune trace de lutte n'était visible dans l'habitacle, mais l'absence totale de Sylvie et Thomas dans un rayon de plusieurs centaines de mètres autour du véhicule alarma immédiatement les enquêteurs. Leurs armes de service, 2 pistolets automatiques Sig Sauer SP 2022, avaient également disparu. Le capitaine Delacroix arriva sur place à 9h30, accompagné du procureur de la République de Rodez, maître Christine Bonnefoy, alerté en urgence. La gravité potentielle de la situation, 2 gendarmes armés volatilisés en service, justifiait la mobilisation immédiate des moyens d'enquête les plus importants. Le périmètre fut immédiatement sécurisé et l'équipe de police technique et scientifique de Toulouse fut dépêchée sur place. En attendant leur arrivée, les gendarmes locaux établirent un cordon de sécurité et commencèrent les premières recherches à pied dans les environs immédiats. L'examen préliminaire du véhicule révéla plusieurs éléments troublants. Le compteur kilométrique indiquait que seulement 27 km avaient été parcourus depuis le départ de la gendarmerie, ce qui correspondait exactement au trajet jusqu'aux bergeries abandonnées. La radio VHF était restée allumée sur la fréquence habituelle, mais aucun message de détresse n'avait été émis. Plus intrigant encore, les téléphones portables personnels des 2 gendarmes étaient restés dans le véhicule, éteints, alors que Sylvie et Thomas avaient l'habitude de les garder constamment sur eux, même en service. Cette découverte suggérait soit une précipitation extrême, soit une intention délibérée de couper toute communication. Les équipes cynophiles de la gendarmerie de Rodez furent déployées dès l'après-midi. 3 chiens spécialisés dans la recherche de personnes tentèrent de retrouver la piste des gendarmes disparus. Malgré des conditions météorologiques favorables et l'absence de précipitations récentes, les chiens ne parvinrent pas à établir de piste claire au-delà d'un périmètre de 50 mètres autour du véhicule. Cette absence de piste olfactive constitua dès le premier jour un mystère pour les enquêteurs. Dans un environnement rural comme le Larzac, avec peu de circulation et une végétation éparse, des personnes se déplaçant à pied laissent normalement des traces décelables par des chiens entraînés pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'enquête fut confiée à la section de recherche de Toulouse, unité d'élite de la gendarmerie spécialisée dans les affaires criminelles complexes. Le lieutenant-colonel Jean-Marc Roussel, chef de section avec 25 ans d'expérience, prit personnellement en charge cette affaire exceptionnelle. Dès les premières heures, plusieurs hypothèses furent explorées simultanément. La piste accidentelle fut rapidement examinée. Chute dans une doline, accident de chasse, morsure de vipère ou autre incident médical. Cependant, les recherches méthodiques menées dans un rayon de 10 km autour du véhicule, incluant l'exploration de toutes les cavités naturelles répertoriées, ne révélèrent aucun indice. L'hypothèse de l'enlèvement fut également considérée. La région aveyronnaise avait connu quelques affaires de criminalité organisée liées au trafic de drogue et l'enlèvement de gendarmes aurait pu constituer une tentative d'intimidation ou de chantage.
Mais l'absence de demande de rançon et le silence total des milieux criminels locaux rendaient cette piste peu probable. Une hypothèse plus troublante émergea rapidement, la désertion volontaire. Bien que contraire à tout ce que l'on savait de Sylvie et Thomas, cette possibilité ne pouvait être écartée d'office. Des vérifications approfondies furent menées sur leur situation financière, leurs relations personnelles et leur état psychologique récent. L'enquête révéla que Sylvie Chevalier traversait effectivement une période difficile. Son ex-compagnon, père de son fils Emma, avait cessé de verser la pension alimentaire depuis 6 mois et multipliait les menaces pour récupérer la garde de l'enfant. Sylvie s'était confiée à plusieurs collègues sur son épuisement moral et ses difficultés financières. Thomas Girard, de son côté, vivait une situation conjugale tendue. Sa femme Céline avait découvert quelques mois plus tôt qu'il entretenait une relation avec une collègue de la gendarmerie de Rodez. Bien qu'ils aient entamé une thérapie de couple, l'atmosphère familiale restait conflictuelle. Ces éléments personnels, bien que troublants, ne suffisaient pas à expliquer une disparition aussi radicale. Les 2 gendarmes n'avaient liquidé aucun bien, vidé aucun compte bancaire, et leur famille jurait qu'ils n'auraient jamais abandonné leurs enfants. L'examen approfondi de leur véhicule de service par les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale révéla des indices contradictoires. Aucune trace de violence n'était décelable. Pas de sang, pas de signe de lutte, pas d'impact de projectiles. En revanche, l'analyse des empreintes digitales montrait que plusieurs personnes non identifiées avaient touché l'habitacle. Plus troublant encore, l'expertise révéla la présence de fibres textiles inconnues sur les sièges, ainsi que des traces de boue spécifiques au sol argileux, alors que la zone environnante était essentiellement calcaire. Ces indices suggéraient que le véhicule avait été déplacé ou que des personnes étrangères y avaient pris place. L'enquête de voisinage menée dans les semaines suivantes révéla plusieurs témoignages intrigants, sans pour autant apporter de réponse définitive au mystère de la disparition. Marcel Fabre, l'agriculteur qui avait été le dernier à voir les gendarmes vivants, fut longuement interrogé. Son témoignage était précis et cohérent. Il avait croisé Sylvie et Thomas vers 13h15 à l'entrée du chemin du Puech Blanc. Ils semblaient détendus et de bonne humeur. Rien dans leur attitude ne laissait présager un danger imminent. Fabre confirma également avoir remarqué des traces de véhicules récentes sur le chemin, ce qui avait d'ailleurs motivé le signalement initial à la gendarmerie. Selon lui, ces traces étaient visibles depuis au moins une semaine et correspondaient à des pneus de 4x4 ou de camionnettes. Un témoignage plus troublant fut recueilli auprès de Bernadette Camps, une institutrice retraitée de 68 ans habitant une ferme isolée à 2 km des bergeries abandonnées. Le 14 septembre vers 14h30, elle avait entendu distinctement 2 coups de feu espacés de quelques secondes provenant de la direction du Puech Blanc. « J'ai d'abord pensé à des chasseurs », déclara-t-elle aux enquêteurs, mais c'était bizarre parce que la chasse n'avait pas encore ouvert, et puis les coups de feu avaient un son différent, plus sec, pas comme les fusils de chasse. Ce témoignage prit une importance cruciale car il constituait le seul indice temporel précis sur ce qui avait pu se passer après l'arrivée des gendarmes aux bergeries. Malheureusement, Bernadette Camp vivait seule et n'avait aucun autre élément à apporter. Un troisième témoignage, recueilli plusieurs semaines après les faits, apporta une dimension supplémentaire au mystère. Paul Rigal, chauffeur routier de 45 ans effectuant régulièrement la liaison Millau-Montpellier, affirma avoir croisé dans la soirée du 14 septembre un véhicule de gendarmerie roulant en direction de Lodève vers 19h30. « J'ai trouvé ça bizarre », expliqua-t-il, parce que le véhicule roulait tout feu éteint alors qu'il commençait à faire sombre. Et puis, il y avait quelque chose d'anormal dans la façon de conduire, comme si le conducteur ne connaissait pas bien la route. Rigal n'avait pas pu identifier les occupants du véhicule, mais il était formel sur l'horaire et le lieu de l'observation. Si son témoignage était exact, cela signifiait que quelqu'un avait utilisé le véhicule de patrouille plusieurs heures après la disparition de Sylvie et Thomas pour l'abandonner ensuite aux bergeries. Cette hypothèse fut explorée minutieusement.
L'analyse du moteur et des fluides confirma que le véhicule avait effectivement roulé pendant plusieurs heures après l'heure supposée de la disparition. Le réservoir d'essence, plein le matin, était à moitié vide, correspondant à un parcours d'environ 200 km. Mais cette découverte soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Qui avait conduit le véhicule? Dans quel but? Et surtout, qu'était-il arrivé à Sylvie et Thomas pendant ce temps? Les familles de Sylvie Chevalier et Thomas Girard vécurent les mois suivants dans une angoisse permanente, oscillant entre espoir et désespoir, au gré des maigres informations distillées par l'enquête. Emma, le fils de Sylvie, alors âgé de 8 ans, eut du mal à comprendre pourquoi sa maman ne rentrait pas. Ses grands-parents maternels, Robert et Michel Chevalier, agriculteurs retraités de Rodez, obtinrent sa garde temporaire et s'efforcèrent de maintenir une vie normale malgré la douleur. Robert, ancien combattant d'Algérie de 74 ans, refusait d'accepter l'hypothèse de la désertion concernant sa fille. Sylvie n'aurait jamais abandonné Emma, répétait-il aux enquêteurs. Elle vivait pour cet enfant. Si elle a disparu, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. La famille Girard traversait une épreuve similaire. Céline, l'épouse de Thomas, se retrouvait seule pour élever leurs 2 fillettes tout en gérant les soupçons et les rumeurs qui circulaient dans Millau. Certains habitants murmuraient que Thomas avait peut-être fui ses responsabilités familiales, d'autres évoquaient des dettes de jeu ou des complications sentimentales. La hiérarchie de la gendarmerie apporta son soutien aux familles, mais dut également faire face aux interrogations du public et des médias. La disparition de 2 gendarmes en service constituait un événement exceptionnel qui remettait en question l'efficacité des dispositifs de sécurité et la fiabilité du personnel. Le capitaine Delacroix fut particulièrement affecté par cette affaire. En tant que chef de brigade, il se sentait responsable de la sécurité de ses hommes et ne parvenait pas à comprendre comment une patrouille de routine avait pu tourner au drame. Il multiplia les initiatives personnelles pour relancer l'enquête, interrogeant lui-même les témoins et explorant toutes les pistes possibles. Au fil des mois, l'affaire s'enlisa progressivement. Malgré des moyens considérables déployés par la section de recherche de Toulouse, aucun élément nouveau ne venait éclairer le mystère. L'enquête fut maintenue ouverte, mais les investigations actives s'espacèrent faute de pistes exploitables. En janvier 2016, soit 4 mois après la disparition, les familles organisèrent une marche blanche dans les rues de Millau pour maintenir l'attention du public sur l'affaire. Plus de 500 personnes y participèrent, témoignant de l'émotion suscitée par cette tragédie dans la communauté aveyronnaise. L'association Vérité pour Sylvie et Thomas fut créée par les familles avec le soutien de l'Union nationale des familles de disparus. Cette organisation se donna pour mission de maintenir la pression sur les autorités judiciaires et de collecter tous les témoignages susceptibles de faire avancer l'enquête. Entre 2016 et 2023, l'affaire de la disparition des gendarmes de Millau connut plusieurs rebondissements mineurs, mais aucune avancée décisive. L'enquête restait techniquement ouverte, confiée au pôle criminalité organisée du tribunal de grande instance de Toulouse, mais les investigations actives avaient cessé. En 2018, l'affaire refait surface dans les médias à l'occasion d'une émission de télévision consacrée aux disparitions inexpliquées. Le passage télévisé généra plusieurs centaines d'appels de téléspectateurs, mais aucun témoignage ne permit de relancer concrètement les recherches. La même année, une rumeur persistante circule dans la région selon laquelle les corps des gendarmes auraient été retrouvés dans une carrière abandonnée près de Roquefort-sur-Soulzon. Les vérifications menées par la gendarmerie se révélèrent négatives, mais cette fausse alerte rappela douloureusement aux familles que l'affaire restait non résolue. En 2020, l'arrivée de nouveaux magistrats au parquet de Toulouse apporta un regard neuf sur le dossier. Un réexamen complet des pièces de procédure fut ordonné, avec exploitation des nouvelles techniques d'investigation développées ces dernières années. L'analyse ADN fut notamment étendue à de nouveaux échantillons prélevés sur le véhicule de service sans résultat probant. Emma Chevalier, devenu adolescent, manifestait régulièrement son désir de connaître la vérité sur le sort de sa mère.
Élevé par ses grands-parents, il avait développé une maturité précoce et s'intéressait de près aux progrès de l'enquête. À 16 ans, il exprimait le souhait de devenir lui-même gendarme pour continuer le travail de maman. Les filles de Thomas Girard, devenues lycéennes, vivaient plus difficilement l'absence de leur père. Céline avait refait sa vie avec un enseignant de Millau, mais les jeunes filles gardaient l'espoir secret que leur père reviendrait un jour s'expliquer sur sa disparition. Cette période de 8 années fut marquée par l'apparition progressive de théories alternatives à la version officielle. Sur les réseaux sociaux et dans certains forums, des internautes évoquaient la possibilité d'un complot impliquant des trafiquants de drogue ou des réseaux criminels organisés. Ces spéculations, souvent fantaisistes, entretenaient néanmoins l'intérêt du public pour l'affaire. Certains témoins contactèrent spontanément la gendarmerie pour signaler des observations suspectes dans la région du Larzac, mais aucune de ces informations ne permit d'orienter l'enquête vers une piste sérieuse. La vaste étendue du plateau calcaire, ses nombreuses cavités naturelles et ses zones difficilement accessibles rendaient les recherches particulièrement complexes. En 2022, soit 7 ans après la disparition, les familles lancèrent un nouvel appel à témoins par l'intermédiaire de la presse régionale. Cette initiative permit de recueillir quelques témoignages inédits, notamment celui d'un spéléologue amateur qui affirmait avoir observé des traces d'activité humaine récentes dans plusieurs grottes du secteur en 2015. Cette information, bien que tardive, intéressa les enquêteurs car elle concordait avec les soupçons selon lesquels les corps des gendarmes pourraient avoir été dissimulés dans une cavité souterraine. Cependant, l'exploration systématique de toutes les grottes connues du Larzac représentait un travail titanesque qui ne pouvait être entrepris sans indices plus précis. Le 15 juillet 2023, 4 adolescents de Millau décidèrent de passer leur samedi à explorer les grottes du Larzac, une activité appréciée des jeunes de la région, malgré les interdictions formelles d'accès à certaines cavités non sécurisées. Léo Martel, 16 ans, fils d'un artisan couvreur de Millau, était le leader du groupe. Passionné de spéléologie depuis l'âge de 12 ans, il avait acquis une connaissance approfondie des cavités naturelles du plateau et possédait l'équipement nécessaire pour des explorations de difficulté moyenne. Ses 3 compagnons étaient Hugo Almeras, 15 ans, fils d'un pharmacien de la ville, Clara Bonafous, 16 ans, dont le père était mécanicien, et Maxime Rigal, 17 ans, petit-fils du chauffeur routier qui avait témoigné 8 ans plus tôt avoir vu un véhicule de gendarmerie circuler dans des conditions suspectes. Les 4 adolescents étaient des amis de longue date, se connaissant depuis l'école primaire. Tous pratiquaient la spéléologie dans le cadre du club local encadré par la Fédération française de spéléologie, mais ils effectuaient aussi régulièrement des sorties sauvages dans des grottes non autorisées à l'exploration publique. Ce 15 juillet 2023, ils avaient choisi d'explorer la grotte de Maérière, une cavité située à environ 5 km des bergeries abandonnées où avait été retrouvé le véhicule des gendarmes disparus. Cette grotte, bien que connue des spéléologues locaux, n'avait jamais fait l'objet d'une exploration complète en raison de ses passages étroits et de sa configuration complexe. L'entrée de la grotte de Maérière s'ouvrait dans une doline peu visible depuis les sentiers, dissimulée par une végétation dense de buis et de genévriers. Pour y accéder, il fallait connaître précisément son emplacement et être équipé du matériel approprié. Casque, lampe frontale, cordes et baudrier. Et les 4 amis arrivèrent sur place vers 14h30, après avoir garé leur VTT près d'un muret de pierres sèches à quelques centaines de mètres. Ils portaient l'équipement standard de spéléologie et avaient prévu de passer environ 3 heures sous terre avant de rentrer chez eux pour le dîner. L'exploration commença normalement. La grotte de Maérière présentait un développement classique. Un porche d'entrée de taille moyenne débouchant sur une galerie principale, descendant progressivement vers le cœur du massif calcaire. Les formations géologiques étaient typiques des causses, stalactites, stalagmites, et draperies calcaires créées par l'infiltration millénaire des eaux de pluie. Léo ouvrait la marche, suivi de Clara, Hugo et Maxime. Ils progressaient lentement,
inspectant chaque recoin et photographiant les formations les plus remarquables avec leur téléphone portable équipé de lampes puissantes. Vers 15h45, après avoir parcouru environ 200 mètres sous terre, le groupe atteignit une salle naturelle de dimension importante. Environ 15 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur, avec une voûte culminant à plus de 6 mètres de hauteur. Cette salle n'était mentionnée dans aucune des descriptions de la grotte qu'ils avaient consultée. C'est en explorant les recoins de cette salle que Clara remarqua quelque chose d'inhabituel. Dans un angle sombre, partiellement dissimulé par un éboulis de pierres manifestement artificielles, se trouvaient des objets qui n'avaient rien à faire dans une grotte naturelle. « Léo, viens voir ça », appela-t-elle en dirigeant sa lampe vers l'amas rocheux. « On dirait que quelqu'un a caché des trucs là-dedans. » Les 4 adolescents se regroupèrent et examinèrent attentivement la zone signalée par Clara. Effectivement, entre les pierres qui semblaient avoir été disposées intentionnellement, on apercevait des fragments de tissu de couleur bleue et des reflets métalliques. Léo, le plus expérimenté du groupe, prit immédiatement la mesure de la situation. Si quelqu'un a caché des affaires ici, ce n'est pas normal. Il faut faire attention à ne rien abîmer. Avec 1000 précautions, les adolescents commencèrent à déplacer les pierres une par une, révélant progressivement ce qui était dissimulé dessous. Ce qu'ils découvrirent les figea d'épouvante. Sous l'éboulis artificiel se trouvaient 2 uniformes complets de gendarmes. Vestes, pantalons, chemises, tout l'équipement était là, soigneusement plié et rangé. Les noms Chevalier et Girard étaient brodés sur les vestes, ainsi que les écussons de la gendarmerie nationale. Mais ce n'était pas tout. À côté des uniformes, protégés par un sac plastique étanche, se trouvaient plusieurs objets personnels, 2 portefeuilles contenant les cartes d'identité des gendarmes disparus, leurs montres, et surtout, un petit enregistreur numérique de marque Sony encore fonctionnel. Hugo, le plus jeune du groupe, commençait à paniquer. « Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. C'est les gendarmes qui ont disparu il y a des années. » Mais Léo, malgré son jeune âge, garda son sang-froid. « On ne touche plus à rien. Clara, tu prends des photos de tout avec ton téléphone. Maxime, tu filmes. Et on sort d'ici pour prévenir la gendarmerie immédiatement. » Clara, tremblante, photographia méthodiquement la scène. Les uniformes dans leur état de conservation. L'emplacement exact de chaque objet. L'agencement de l'éboulis qui les dissimulait. Maxime filma l'ensemble avec son smartphone, s'efforçant de garder des images stables malgré son émotion. Avant de quitter la grotte, Léo eut une intuition. L'enregistreur numérique, encore équipé de ses piles et apparemment en état de marche, contenait peut-être des informations cruciales. Malgré les risques d'altérer une scène de crime, il décida de l'emporter pour l'écouter dès la sortie. Les 4 adolescents remontèrent vers la surface en un temps record, pressés de quitter ce lieu qui avait pris une dimension macabre. Une fois à l'extérieur, ils s'installèrent près de leur VTT et Léo alluma l'enregistreur numérique. Ce qu'ils entendirent les bouleversa définitivement et allait changer le cours de l'enquête sur la disparition des gendarmes. L'enregistreur contenait un fichier audio d'une durée de 47 minutes, daté du 14 septembre 2015 à 14h23, soit exactement le jour de la disparition de Sylvie Chevalier et Thomas Girard. La qualité sonore était excellente et les voix parfaitement identifiables. L'enregistrement commençait par une conversation apparemment anodine entre les 2 gendarmes. On les entendait descendre de leur véhicule et commenter l'état des bâtiments abandonnés. Sylvie remarquait que les bergeries semblaient avoir été récemment fréquentées, malgré leur aspect délabré. « Thomas, regarde ces traces de pneus, » disait-elle. « C'est récent, et ça mène vers le hangar du fond. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir faire ici ?»« Je ne sais pas, » répondait Thomas, « mais ça sent bizarre. Tu sens cette odeur? On dirait de l'engrais, mais en plus fort. » La conversation se poursuivait pendant plusieurs minutes, les 2 gendarmes explorant méthodiquement les lieux. On les entendait ouvrir des portes, déplacer des objets, commenter leurs découvertes. Progressivement, le ton changeait.
Il semblait avoir trouvé quelque chose d'inquiétant. « Sylvie, viens voir ça », disait Thomas d'une voix tendue. « Il y a toute une installation derrière ce mur. Des bâches, des lampes, des tuyaux d'arrosage. Et regarde ces plants. C'est du cannabis, ça ne fait aucun doute. »« Mon Dieu, » répondait Sylvie, « il y en a des centaines. C'est une plantation industrielle. Il faut qu'on prévienne immédiatement la brigade. » C'est à ce moment que l'enregistrement prenait une tournure dramatique. On entendait le bruit d'un moteur s'approchant, puis des portières qui claquaient. « Quelqu'un arrive », chuchotait Thomas. On se planque et on observe. Pendant quelques minutes, on n'entendait que des murmures indistincts et des bruits de pas. Puis, soudain, des voix s'élevaient et les adolescents reconnaissaient avec horreur des accents qu'ils connaissaient bien, ceux de gendarmes de Milo. « Alors, mes amis, on fait du tourisme », disait une voix grave avec une pointe d'ironie. C'était la voix du maréchal des logis Vincent Ray, celui-là même qui avait découvert le véhicule abandonné le lendemain. « Vincent ?» répondait Thomas visiblement surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ? Et avec qui ? » « Je viens vérifier que notre petite affaire ne soit pas dérangée par des curieux, » répliquait Ray. « Malheureusement, vous êtes tombé au mauvais endroit au mauvais moment. » La conversation qui suivait révélait l'existence d'un réseau de corruption au sein même de la gendarmerie de Milo. Ray et au moins 2 autres gendarmes protégeaient la plantation de cannabis en échange d'une rémunération substantielle versée par les trafiquants. « Vous ne pouvez pas faire ça », protestait Sylvie. « On est collègues, et notre devoir c'est de faire respecter la loi. »« Votre devoir », répondait une autre voix que les adolescents identifiaient comme celle de l'adjudant-chef Laval. « C'est de fermer les yeux et de nous laisser faire notre business. Cette plantation rapporte 500 000 € par an et on en prend 30%. Vous pourriez en avoir votre part. »« Jamais », répliquait Thomas avec fermeté. « On va signaler tout ça au capitaine Delacroix. »« Delacroix est au courant », révélait Ray. « Qui croyez-vous qui nous a donné l'autorisation ? Cette patrouille aujourd'hui, ce n'était pas un hasard. On vous a envoyé ici pour voir votre réaction. » L'enregistrement documentait ensuite une dispute de plus en plus violente. Sylvie et Thomas refusaient catégoriquement de participer au trafic et menaçaient de tout révéler à la hiérarchie supérieure. Les gendarmes corrompus tentaient de les convaincre, puis de les intimider. « Vous avez des enfants », disait Laval d'un ton menaçant. « Il serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. Emma, c'est bien le nom du fils de Sylvie ? Il va à l'école Paul Bert, si mes renseignements sont exacts. »« Si vous touchez à un cheveu de mon fils, » explosait Sylvie, « je vous... » Sa phrase était interrompue par un bruit sourd, suivi de cris et d'une bousculade. On entendait Thomas crier « Sylvie !» puis des bruits de lutte. « Merde, Vincent, qu'est-ce que tu as fait ?» criait une voix. Elle allait sortir son arme, se justifiait Ray. « J'ai pas eu le choix. » L'enregistrement se poursuivait dans la confusion. On entendait des chuchotements pressés, des bruits d'objets déplacés, puis la voix de Thomas, manifestement blessé. « Vous êtes complètement fou. Vous venez de tuer une collègue. Comment vous allez expliquer ça ?»« On va rien expliquer du tout, » répondait Laval froidement. « Vous allez tous les deux disparaître. Accident de service, enlèvement, désertion, on trouvera bien une explication. »« Mon enregistreur, » murmurait Thomas d'une voix de plus en plus faible. « J'ai tout enregistré depuis le début. »« Où il est ?» demandait Ray brutalement. « Allez vous faire foutre » répondait Thomas avec un dernier sursaut de défi. Les dernières minutes de l'enregistrement étaient particulièrement pénibles à écouter. On entendait les gendarmes corrompus fouiller frénétiquement Thomas pour trouver l'appareil, puis des coups, puis un silence de mort. L'enregistrement se terminait par une conversation entre Ray et Laval sur la façon de faire disparaître les corps et les preuves. Ils évoquaient l'utilisation d'une grotte pour dissimuler les uniformes et les effets personnels en attendant de trouver un moyen définitif de les détruire. « On reviendra chercher tout ça dans quelques mois quand l'enquête sera close », disait Ray. « En attendant, personne ne viendra fouiller dans cette grotte. » Il s'était trompé. Les 4 adolescents, bouleversés par ce qu'ils venèrent d'entendre, contactèrent immédiatement la gendarmerie de Milo. Léo, encore sous le choc,
expliqua brièvement leur découverte au planton de service et demanda à parler d'urgence au capitaine Delacroix. « Mon capitaine, dit-il d'une voix tremblante quand l'officier prit la communication. Nous avons trouvé les uniformes des gendarmes disparus en 2015 et aussi un enregistrement qui explique tout. » Delacroix, d'abord sceptique face à cet appel inattendu, changea rapidement de ton quand Léo lui fit écouter quelques extraits de l'enregistrement par téléphone. La voix de Vincent Ray était parfaitement reconnaissable. « Ne bougez pas de là où vous êtes, » ordonna Delacroix. « Je viens immédiatement avec une équipe. Et surtout, ne parlez à personne d'autre de votre découverte. » Le capitaine était confronté à une situation exceptionnelle. L'enregistrement impliquait directement 2 de ses subordonnés dans l'assassinat de Sylvie Chevalier et Thomas Girard. Pire encore, les révélations suggéraient sa propre complicité dans le trafic de drogue. Delacroix savait qu'il devait agir vite, mais aussi avec une extrême prudence. Si les accusations étaient fondées, Ray et Laval étaient des criminels dangereux qui n'hésiteraient pas à faire taire de nouveaux témoins. Il décida de contacter directement le procureur de la République et la section de recherche de Toulouse en contournant sa propre hiérarchie locale. À 18h30, soit moins de 4 heures après la découverte, une équipe de 10 gendarmes de la section de recherche arrivait sur le plateau du Larzac. Les 4 adolescents furent immédiatement pris en charge et conduits dans un lieu sécurisé pour être entendus en détail. L'expertise de la grotte de Maillerière confirma leur déclaration. Les uniformes et effets personnels des gendarmes disparus étaient bien là, dans un état de conservation remarquable grâce au climat stable de la cavité souterraine. L'enregistreur numérique fut confié aux experts en police technique et scientifique pour authentification. Dans le même temps, une surveillance discrète était mise en place autour de Vincent Ray et de l'adjudant-chef Laval. Les enquêteurs devaient s'assurer qu'ils ne prendraient pas la fuite en apprenant la découverte. L'analyse préliminaire de l'enregistrement confirma son authenticité. Les voix étaient bien celles des gendarmes impliqués. La date et l'heure correspondaient au moment de la disparition, et aucune trace de manipulation numérique n'était décelable. Plus troublant encore, l'enquête révéla que la plantation de cannabis existait toujours. Dissimulée dans les bâtiments agricoles abandonnés, elle avait continué à fonctionner pendant 8 ans sans être inquiétée. Les trafiquants avaient simplement renforcé les mesures de sécurité après la disparition des gendarmes. Le 17 juillet 2023, soit 2 jours après la découverte, l'opération policière se déployait simultanément sur plusieurs fronts. À l'aube, les gendarmes de la section de recherche procédaient aux arrestations de Vincent Ray et de l'adjudant-chef Patrick Laval, à leurs domiciles respectifs. Ray, 52 ans, était marié et père de 3 enfants. Il habitait une maison individuelle dans un lotissement récent de Millau, et rien dans son mode de vie ne laissait supposer des revenus illégaux importants. L'arrestation se déroula sans incident. Ray ne résista pas et demanda simplement à prévenir sa femme. Laval, 58 ans, vivait seul dans un appartement du centre-ville depuis son divorce 3 ans plus tôt. Contrairement à Ray, il tenta de fuir par la fenêtre de sa chambre quand il entendit les gendarmes forcer sa porte. Il fut maîtrisé dans la cour de l'immeuble et embarqué menotté sous les yeux des voisins stupéfaits. La fouille des domiciles révéla des éléments troublants. Chez Ray, les enquêteurs découvrirent 75 000 € en liquide dissimulés dans un double fond de placard, ainsi que des relevés bancaires attestant de versements réguliers d'origine inexpliquée. Chez Laval, c'était encore plus flagrant. 120 000 € en espèces, plus des bijoux et montres de luxe incompatibles avec son salaire de gendarme. Parallèlement aux arrestations, une perquisition était menée aux bergeries abandonnées du Puech Blanc. L'installation de cannabis était effectivement impressionnante. Près de 800 plants de différentes variétés, un système d'éclairage et d'arrosage sophistiqué, et un stock de produits finis évalué à plus de 200 000 €. Les trafiquants avaient aménagé les anciens bâtiments agricoles avec un professionnalisme remarquable. L'électricité était dérivée illégalement du réseau public, un système de ventilation maintenant température et hygrométrie optimale, et des dispositifs de sécurité, caméras, alarmes, protégeaient l'installation.
3 cultivateurs furent arrêtés sur place. 2 hommes d'origine albanaise en situation irrégulière et un Français de 35 ans, déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants. L'interrogatoire de ce dernier, Jean-Luc Pradins, permit d'établir le fonctionnement du réseau. Selon ses déclarations, l'organisation existait depuis 2010. Ray et Laval s'étaient approchés des trafiquants en leur proposant leurs services moyennant rémunération. En échange d'un pourcentage sur les bénéfices, ils garantissaient que les forces de l'ordre n'interviendraient pas sur le site de production. Au début, c'était juste pour nous prévenir des contrôles, expliqua Pradins. Puis ils ont commencé à nous demander plus d'argent en disant qu'ils prenaient des risques. Quand les 2 gendarmes ont débarqué en 2015, Ray nous a dit qu'il fallait les faire taire définitivement. Cette révélation confirmait que l'assassinat de Sylvie Chevalier et Thomas Girard n'était pas prémédité, mais résultait de leur découverte fortuite d'un trafic que leurs collègues protégeaient. Confrontés à l'enregistrement accablant et aux preuves matérielles, Vincent Ray et Patrick Laval adoptèrent des stratégies différentes lors de leurs interrogatoires. Ray tenta d'abord de nier, prétendant que l'enregistrement était un faux ou que sa voix avait été imitée. Mais l'expertise phonétique était formelle, et les recoupements avec d'autres éléments de l'enquête rendaient ces dénégations ridicules. Il finit par reconnaître sa présence sur les lieux le 14 septembre 2015, tout en minimisant son rôle. « C'est Laval qui a tout organisé », déclara-t-il. « Moi, je suivais les ordres. Quand Sylvie a voulu sortir son arme, j'ai réagi par réflexe. Je ne voulais pas la tuer. » Laval, de son côté, adopta une posture de défi. Il reconnut immédiatement les faits, mais les revendiqua comme une nécessité professionnelle. Chevalier et Girard étaient des idéalistes, expliqua-t-il froidement. Ils n'ont pas compris qu'on leur proposait une association profitable. Leur intransigeance nous mettait tous en danger. Dans ce métier, il faut savoir s'adapter aux réalités du terrain. Les interrogatoires révélèrent progressivement l'ampleur de la corruption au sein de la brigade de Millau. Outre Ray et Laval, au moins 2 autres gendarmes avaient été occasionnellement complices du trafic, en fermant les yeux sur certaines activités ou en fournissant des informations sur les opérations de police. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrirent que le capitaine Delacroix n'était pas impliqué dans le trafic, contrairement à ce qu'affirmait l'enregistrement. Cette déclaration de Ray était un mensonge destiné à démoraliser Sylvie et Thomas en leur faisant croire que leur hiérarchie était corrompue. Delacroix ne savait rien, avoua finalement Laval. On lui disait ça pour que Chevalier et Girard perdent espoir. Le capitaine est clean, c'est bien ça le problème. Il n'aurait jamais accepté notre arrangement. Cette révélation soulagea partiellement Delacroix, qui vivait très mal les soupçons pesant sur lui depuis la découverte de l'enregistrement. Cependant, elle soulevait aussi des questions sur sa responsabilité en tant que chef de service. Comment avait-il pu ne rien remarquer des activités illégales de ses subordonnés pendant des années? L'enquête établit que Ray et Laval avaient soigneusement compartimenté leurs activités criminelles, ne révélant leurs liens avec les trafiquants qu'aux gendarmes qu'ils jugeaient susceptibles d'être corrompus. Ils utilisaient leur connaissance du terrain et leur accès aux informations opérationnelles pour protéger efficacement la plantation. Un aspect crucial de l'affaire restait non élucidé. Que étaient devenus les corps de Sylvie Chevalier et Thomas Girard après leur assassinat? L'enregistrement s'arrêtait avant que Ray et Laval n'évoquent précisément leurs intentions et les 2 gendarmes corrompus se montraient particulièrement évasifs sur cette question lors de leurs interrogatoires. Les corps ont été détruits, se contentait de dire Laval. Ils ne seront jamais retrouvés. Les familles feraient mieux d'accepter la situation et de passer à autre chose. Cette attitude cynique révoltait les enquêteurs, mais elle révélait aussi la détermination des criminels à emporter ce secret dans la tombe. Ray se montrait légèrement plus coopératif, sans pour autant révéler l'emplacement exact des dépouilles. On les a emmenés loin d'ici, finit-il par avouer. Dans un endroit où personne ne les cherchera jamais. Mais je ne dirai pas où. C'est tout ce qui me reste pour négocier. Les enquêteurs explorèrent plusieurs hypothèses.
L'analyse du véhicule de patrouille avait révélé qu'il avait parcouru environ 200 km après l'heure supposée de l'assassinat. Ce kilométrage correspondait à un aller-retour vers une destination située à environ 100 km de Milo. Les spécialistes en géologie furent consultés pour identifier les zones où des corps pourraient être dissimulés de façon quasi définitive. Gouffres profonds, carrières abandonnées, cours d'eau à fort débit. Le rayon de 100 km autour de Millau offrait malheureusement de nombreuses possibilités. Une piste se dessina quand les enquêteurs découvrirent que Laval possédait une résidence secondaire dans les Cévennes, près d'Alès, héritée de ses parents. Cette maison, située dans un hameau isolé, se trouvait exactement à 95 km de Millau par la route la plus directe. La perquisition de cette propriété ne révéla aucune trace des corps, mais les analyses de sol dans le jardin et les bâtiments annexes détectèrent des anomalies chimiques compatibles avec la décomposition de matières organiques. Il y a eu quelque chose d'enterré ici puis déterré, conclurent les experts. Les analyses suggèrent que des corps ont séjourné dans ce sol pendant plusieurs mois, puis ont été déplacés. Cette découverte confirmait que Laval et Ray avaient d'abord dissimulé les dépouilles dans un lieu provisoire, avant de les déplacer vers une cachette définitive. Mais où? L'interrogatoire des trafiquants albanais apporta un élément de réponse. L'un d'eux, Arben Krasniqi, révéla que Laval lui avait demandé en 2016 de l'aider à transporter quelque chose de lourd vers une carrière désaffectée des Cévennes. Il m'a dit que c'était du matériel compromettant qu'il fallait faire disparaître, expliqua Krasniqi. On a chargé 2 gros sacs dans une camionnette et on les a jetés dans un trou très profond. Il m'a dit que personne ne descendrait jamais là-dedans. Cette révélation permit d'orienter les recherches vers les anciennes carrières de schiste des Cévennes, exploitées jusqu'aux années 1960 puis abandonnées. Plusieurs de ces sites présentaient des puits d'extraction de plus de 50 mètres de profondeur, partiellement inondés et d'accès très dangereux. L'exploration de ces carrières nécessitait l'intervention de spéléologues professionnels et de plongeurs spécialisés. Après 3 semaines de recherche méthodique, les corps de Sylvie Chevalier et Thomas Girard furent finalement retrouvés au fond de la carrière de Branou-les-Taillades à 87 mètres de profondeur. Les dépouilles, remarquablement conservées grâce à l'eau froide et à l'absence d'oxygène, permirent de confirmer les circonstances de la mort. Sylvie avait reçu un coup violent à la tête, probablement porté avec une matraque télescopique. Thomas présentait des traces de coups multiples et une blessure par arme blanche au thorax. La découverte des corps et les aveux partiels des assassins permirent enfin aux familles de connaître la vérité sur le sort de leurs proches. Emma Chevalier, désormais âgée de 16 ans, accueillit la nouvelle avec un mélange de soulagement et de douleur. « Au moins, maintenant, je sais ce qui est arrivé à maman », déclara-t-il aux enquêteurs. Elle est morte en faisant son devoir, en refusant de trahir ses principes. Je suis fier d'elle. Les filles de Thomas Girard, devenues jeunes femmes, réagirent différemment. L'aînée, Marion, 18 ans, exprimait sa colère contre les assassins, tandis que la plus jeune, Léa, 16 ans, semblait surtout soulagée de pouvoir enfin faire son deuil. Céline Girard, remariée depuis 2019, vécut difficilement ces révélations qui rouvrirent des blessures mal cicatrisées. Thomas était quelqu'un de bien, dit-elle simplement. Il ne méritait pas de mourir comme ça. Le capitaine de la Croix, blanchi par l'enquête mais marqué par 8 années de soupçons, annonça sa demande de mutation. « Je ne peux plus exercer sereinement dans cette brigade où 2 de mes hommes ont assassiné des collègues, » expliqua-t-il. « Cette affaire nous a tous marqués à vie. » L'impact sur la gendarmerie de Millau fut considérable. Outre les mutations et sanctions disciplinaires, une réorganisation complète des services fut entreprise pour restaurer la confiance du public. De nouvelles procédures de contrôle interne furent mises en place pour prévenir de futurs cas de corruption. Au niveau national, l'affaire suscita un débat sur les moyens de lutter contre la corruption dans les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur annonça le renforcement des services d'inspection et la création de nouveaux dispositifs d'alerte pour les fonctionnaires témoins d'activités suspectes.
Le procès de Vincent Ray, Patrick Laval et de leurs complices s'ouvrit en mars 2024 devant la cour d'assises de l'Aveyron. L'affaire avait été largement médiatisée et l'opinion publique suivait avec attention cette confrontation judiciaire exceptionnelle. Ray, poursuivi pour assassinat et corruption, plaida la légitime défense et l'obéissance aux ordres hiérarchiques. Son avocat tenta de faire valoir que son client avait été manipulé par Laval et n'avait fait que subir les événements. Laval, lui, assuma pleinement ses responsabilités tout en contestant la qualification d'assassinat. Selon sa défense, la mort de Sylvie résultait d'un accident lors d'une altercation et celle de Thomas d'une légitime défense face à un gendarme armé. Ces arguments ne convainquirent pas la cour. Les enregistrements étaient accablants et les témoignages des familles des victimes bouleversèrent l'audience. Emma Chevalier, devenue majeure entre-temps, prit la parole pour rendre hommage à sa mère. Sylvie Chevalier était une gendarme intègre qui a payé de sa vie son refus de participer à un trafic. Elle représentait tout ce que la gendarmerie a de plus noble: le service désintéressé, le respect de la loi, la protection des citoyens. Ces hommes l'ont tuée parce qu'elle incarnait des valeurs qu'ils avaient abandonnées depuis longtemps. Le verdict fut rendu le 15 mai 2024. Vincent Ray fut condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat, corruption et association de malfaiteurs. Patrick Laval, reconnu comme le cerveau de l'organisation, écopa de la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Les trafiquants albanais furent condamnés à des peines de 8 à 12 ans de prison, assorties d'interdiction définitive du territoire français. Jean-Luc Pradines, en tant qu'organisateur français du réseau, reçut une peine de 15 ans de réclusion. Les autres gendarmes impliqués de façon marginale dans le trafic furent jugés en correctionnel et condamnés à des peines de prison avec sursis, assorties de révocation définitive de la fonction publique. Les obsèques officielles de Sylvie Chevalier et Thomas Girard eurent lieu le 3 juin 2024 à Millau, 9 ans après leur assassinat. La cérémonie, présidée par le ministre de l'Intérieur en personne, rassembla plus de 2000 personnes venues rendre hommage aux 2 gendarmes morts pour avoir refusé la corruption. Les cercueils, recouverts du drapeau tricolore, furent portés par une garde d'honneur composée de gendarmes venus de toute la France. L'émotion était palpable quand les enfants des victimes déposèrent des gerbes de fleurs sur les cercueils de leurs parents. Une plaque commémorative fut inaugurée à la gendarmerie de Millau, portant l'inscription « À la mémoire du brigadier-chef Sylvie Chevalier et du brigadier Thomas Girard, morts en service le 14 septembre 2015 pour avoir refusé de transiger avec leurs principes. Leur sacrifice honore la gendarmerie nationale et la République française. » Emma Chevalier réalisa son rêve d'enfance. Il intégra l'école de gendarmerie de Rochefort en septembre 2024, déterminé à suivre les traces de sa mère. « Je veux servir comme elle a servi », déclara-t-il, avec honneur, intégrité et courage. Les 4 adolescents qui avaient découvert la vérité furent décorés de la médaille de la sécurité intérieure pour leur contribution à la résolution de l'affaire. Léo Martel, devenu une célébrité locale, utilisa sa notoriété pour promouvoir la spéléologie responsable et la protection du patrimoine naturel du Larzac. L'affaire eut également des répercussions positives sur la lutte contre le trafic de drogue dans la région. Le démantèlement du réseau, protégé par les gendarmes corrompus, permit aux autorités de reprendre le contrôle sur plusieurs zones rurales où s'étaient développées d'autres plantations clandestines. Un centre de formation à l'éthique professionnelle fut créé à l'école de gendarmerie de Montluçon, où l'affaire Chevalier-Girard est désormais enseignée comme exemple des risques de la corruption et de l'importance de l'intégrité dans les forces de l'ordre. L'affaire de la disparition des gendarmes de Millau reste aujourd'hui l'une des plus troublantes de l'histoire récente de la gendarmerie française. Elle illustre comment la corruption peut gangréner même les institutions les plus respectées, et comment le courage de quelques individus peut faire la différence entre le silence et la vérité. L'enquête révéla que des signalements sur des activités suspectes dans la région du Larzac avaient été étouffés pendant des années par Ray et Laval, qui orientaient systématiquement les investigations vers de fausses pistes.
Combien d'autres crimes auraient pu être évités si l'intégrité avait prévalu sur l'appât du gain? La découverte fortuite des 4 adolescents rappelle aussi l'importance du hasard dans la résolution des affaires criminelles. Sans leur curiosité de spéléologues amateurs et leur courage face à une découverte macabre, la vérité sur le sort de Sylvie Chevalier et Thomas Girard aurait pu rester enfouie à jamais. Cette histoire nous enseigne que derrière l'uniforme et les symboles de l'autorité se cachent des hommes et des femmes avec leurs faiblesses et leurs tentations. Mais elle nous rappelle aussi que la majorité des forces de l'ordre restent fidèles à leurs valeurs, même au prix de leur vie. Le plateau du Larzac a retrouvé sa tranquillité. Les bergeries abandonnées où se cachait la plantation ont été rasées et la nature reprend lentement ses droits. Seule une petite stèle, érigée par les familles des victimes, rappelle discrètement le drame qui s'est joué ici. Les grottes du massif continuent d'attirer les spéléologues, mais la grotte de Maérière est désormais fermée au public. Elle garde le souvenir d'une découverte qui a changé le cours de la justice et rendu leur dignité à 2 gendarmes morts pour leurs convictions. Cette affaire nous interroge sur notre propre rapport à l'intégrité et au courage civil. Face à la corruption et à l'injustice, aurions-nous la force de Sylvie et Thomas? Aurions-nous le courage des 4 adolescents qui ont choisi de révéler une vérité dérangeante plutôt que de garder le silence? L'héritage de cette tragédie, c'est peut-être cette leçon. La vérité finit toujours par triompher, mais seulement si des hommes et des femmes acceptent de la défendre, même au péril de leur vie. Sylvie Chevalier et Thomas Girard sont morts pour cette vérité. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié. Que pensez-vous de cette histoire? Aviez-vous soupçonné l'implication de collègues gendarmes dès les premiers éléments? Comment expliquez-vous qu'un tel réseau ait pu fonctionner pendant des années au sein même des forces de l'ordre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête criminelle vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres affaires résolues contre toute attente, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse au mystère criminel français. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces tragédies que nous pouvons espérer qu'elles ne se reproduisent jamais.